Merci Laurent d'abord pour l'invitation. Michel Lalande était initialement pas disponible pour faire la présentation et hasard du calendrier, elle a pu se libérer. Donc si Michel souhaite intervenir dans la présentation, il n'y a pas de souci, ça ne fera qu'enrichir en fait les activités historiques et la présentation des activités historiques qu'on a à Xlim sur le site de Brive. Euh, donc, je vous propose la manière suivante pour cette présentation. Je vais d'abord donner quelques éléments de contexte et afficher les problématiques générales pour que vous essayiez un petit peu d'avoir en tête quel a été le fil conducteur de la réflexion scientifique de travail en fait, autour de cet axe qui concerne, donc je ne l'ai pas dit, hein, les systèmes radars ultra large bande impulsionnels. Voilà. Donc, l'intérêt en fait des radars impulsionnels ultra large bande, ça a été dit finalement euh, un petit peu avant, concerne la forte résolution qui est directement inversement proportionnelle en fait euh, à la largeur de la bande de fréquence qu'on utilise. Euh, donc c'est un intérêt majeur. Et on a une autre case que cochent ces systèmes-là, c'est la faculté de pénétration en fait dans les murs, dans les sols, dans les feuillages denses. Et pour mettre tout ça dans un même panier, c'est dans tous les milieux dits fortement dispersifs. Donc ça, c'est intéressant. On retrouve ce type en fait de radar typiquement pour de la détection à travers les murs. Donc ça, je pense que c'est des choses que vous avez un petit peu en tête. Robuste face aux agressions EM bande étroite. Et il y a un autre paramètre aussi qu'on néglige souvent, mais c'est sa discrétion, et ça c'est important aussi. J'affiche une problématique ici qui est que l'étendue spectrale en fait, des signaux ULB, c'est quelque chose qui nous est souvent reproché, notamment par la DGA, peut éventuellement perturber le fonctionnement de systèmes bande étroite qui utilisent en fait les fréquences contenues dans la même bande. Donc ça c'est un problème. Et on amène en fait un premier élément de réponse là, à la fin de la présentation. Euh, la première application là, que je vous présente s'articule en fait autour d'un projet européen, le projet Netun, qui s'adressait en fait à la détection en fait de cavités, de changements de nature de terrain dans le cadre d'une tête de coupe de tunnelier, donc chargée du percement en fait de tunnels, et pour éviter donc des choses qui s'étaient passées notamment à Barcelone où en fait le tunnelier a rencontré une poche d'air et où toute la montagne en fait s'est écroulée sur le tunnelier. Donc un tunnelier en fait c'est une machine industrielle assez impressionnante et derrière laquelle on a plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de personnes qui travaillent. Donc on se rend bien compte de l'enjeu en fait de la détection de la nature du sol qu'on est en train de percer. Donc là, c'est plus en fait une étude géotechnique qui se fait de manière conventionnelle en fait par carottage de la surface. Et donc là, le projet était d'équiper la tête de coupe du tunnelier euh, d'un système radar, de SAR en rotation, qui permettrait de remonter en fait à des indices, notamment de permittivité, voilà, qui pourraient essayer d'imager ce qu'on est susceptible de rencontrer. Donc, dans ce projet, on est intervenu au niveau de la conception des antennes, qui avaient des contraintes assez drastiques, notamment sur l'encombrement en termes de volume. La bande de fréquence basse, qui était aux alentours de 70 mégas, pour avoir une pénétration en profondeur dans le sol optimale. Je crois qu'on avait des objectifs de plusieurs mètres, voire de plusieurs dizaines de mètres initialement dans le projet. Donc là, donc en fait, c'est les résultats de l'étude que je vous affiche. On a une géométrie d'antenne K dans une structure, donc une antenne K, une antenne dite de Kochelev, à onde progressive, dans laquelle on est venu couler une résine qui présente en fait une permittivité. Alors, je vais peut-être afficher le pointeur.
qui présente une permittivité assez haute. Alors, on aurait pu faire plus, mais qu'on a remarqué en fait dans l'étude, c'est que ce qui était intéressant en fait, alors pour miniaturiser l'antenne, tout du moins diminuer sa taille, c'était d'augmenter en fait son epsilon r, mais on s'est vite rendu compte que pour rester dans des conditions de propagation correctes, il ne fallait pas forcément l'augmenter à l'infini, il fallait se limiter à un contraste en fait d'impédance d'onde qu'on a quantifié aux alentours de 3,5. Donc là, en fait, on s'est servi du fait que le matériau est diélectrique et donc du 1 sur racine de epsilon r finalement. Euh, on a travaillé, et Michel travaille beaucoup sur le remplacement en fait, de ces résines par des géopolymères avec un laboratoire qu'on a aussi sur Limoges qui travaille autour de la céramique. Et donc ces géopolymères permettent aussi de réduire la taille des antennes. Alors ils ont d'autres contraintes que je ne vais pas forcément évoquer ici, mais ça a fait écho un petit peu à ce que disait Hervé Aubert Dulas par rapport au Kapton et au fait qu'ils utilisent en fait la variation de permittivité en fonction de l'humidité relative. Et ben nous aussi on a ces problématiques. C'est pour ça que je vous l'explique en 2 minutes. Nous aussi on a ces problématiques là sur ces géopolymères et en fait on a carrément terminé par mettre des antennes dans un four pour essayer de les sécher un petit peu et avoir un peu moins l'impact de cette variation qui nous intéresse pas dans notre cas d'application. Bon, c'était pour l'anecdote. Euh, donc, la deuxième application de contexte là, que je vais donner, c'est plutôt orienté défense. Hein. On a la majeure partie de nos études qui sont financées d'une manière ou d'une autre par la DGA. Hein. Donc là, c'était dans le cadre d'un REI, le projet Pulsar, où là, en fait, le principe, c'était de détecter des mines enfouies sous le sable, alors affleurantes, hein, c'est faiblement enfoui. Et là, en fait, on avait un porteur sur lequel on avait un générateur avec un système d'émission, et en fait, on venait faire un SAR voilà, sur le scan là, de l'image. Donc, il n'y a pas forcément de traitement d'image avancé hein, qui a été réalisé dans le cadre du projet. Hein. C'était plus une démonstration de principe. SAR conventionnel avec back projection, tout simplement. Ça a quand même permis de mettre en évidence ce système-là, la limitation d'une certaine manière, puisque là, on a un générateur haute tension finalement qui alimente notre système d'émission, donc qui était capable de délivrer de mémoire 25 kilovolts sur chacune des antennes. Il y a 2 antennes, enfin une en émission, une en réception. Donc on avait 25 kilovolts par antenne et en fait ça a constitué l'élément limitatif en fait par rapport à la portée qu'on souhaitait atteindre. On ne pouvait finalement bouger que ce paramètre-là. Donc on a été amené progressivement à essayer de trouver des solutions pour justement améliorer un petit peu cette portée. Et la solution qu'on a choisie, c'est tout simplement de ne plus se limiter au paradigme un générateur, une antenne, mais plutôt à multiplier en fait le nombre de générateurs et le nombre d'antennes pour essayer de faire en fait du multisource. Euh, la problématique du multisource, enfin une des problématiques du multisource, réside dans la capacité à synchroniser les émissions. Et avec l'état de l'art à ce moment-là, donc sur de l'électronique à état solide, on avait une gigue temporelle relativement importante qui ne permettait pas forcément une synchronisation des différentes sources. C'est la raison pour laquelle on a été progressivement amené à travailler avec des collègues qui travaillent plutôt dans le domaine de la photonique de Limoges pour travailler en fait sur des sources optoélectroniques qui ont intrinsèquement en fait des gigs qui sont inférieurs. Alors là, j'ai peut-être forcé le trait, mais inférieurs à 5 picosecondes. Donc,
Rapidement, comment ça fonctionne, ces générateurs optoélectroniques? C'est basé sur l'utilisation de ce qu'on appelle des PCSS, donc qui sont des composants photosensibles, qu'on vient éclairer avec un flash optique, un flash laser, euh, pour venir les positionner dans un niveau de conduction, en fait, avec une résistance résiduelle qui est très faible, hein, inférieure à l'ohm. Et ensuite, de manière spontanée, on a une réouverture en fait, du composant par le phénomène physique de la recombinaison en fait, des porteurs de charge, hein, le réalignement des paires électrons-trous au sein du matériau semi-conducteur. Donc, on utilise ces PCSS-là sur des substrats low cost avec des petites géométries très simples et on est capable de construire. Donc là, vous avez l'exemple du générateur le plus simple qu'on est capable de faire avec des PCSS, qui est le générateur d'ondes monopolaires. Donc là, vous avez une petite alternance positive dont la largeur dépend en fait directement de la longueur de la ligne, puisqu'on a une onde progressive qui est générée directement ici sur le détecteur, donc qui constitue là le début en fait, de l'alternance positive. Et ensuite, on a une onde régressive. Hein, tout ça, c'est basé sur la théorie du générateur Angelet, qui est rétropropagé en fait, et qui fait l'aller-retour dans la ligne et qui vient se recombiner ici. Donc, c'est la raison pour laquelle là, vous avez ce qui correspond à 2 fois la propagation dans la ligne. On est capable de venir régler finalement l'amplitude avec la tension de polarisation qu'on met sur cette ligne. Et voilà, donc ça reste une topologie assez simple qu'on utilise peu, enfin uniquement pour caractériser les PCSS. Celle qu'on utilise un petit peu plus, c'est le générateur optoélectronique d'ondes bipolaires, qui là est capable de générer un signal à valeur moyenne nulle. Donc là, c'est un petit peu plus intéressant pour un système radar. Et là encore, on a la possibilité de régler finement la forme d'onde qu'on a, puisqu'on peut paramétrer la tension de polarisation, donc qui va nous faire varier en fait, l'amplitude crête à crête. On a la possibilité de régler la longueur de la ligne. Donc là, on va directement adresser une certaine bande de fréquence, en fait. L'énergie qu'on va venir appliquer sur chacun des PCSS va permettre de régler en fait, l'alternance positive-négative et la synchronisation des PCSS. Donc, je ne l'ai pas dit, mais sur ces PCSS-là, on vient les éclairer en fait, avec un laser à 1064 nanomètres, donc qui correspond à une raie d'absorption en fait, du silicium, hein, qui est la techno sur laquelle sont construits ces composants. Et nous, au labo, en fait, on a deux laboratoires qu'on utilise fréquemment, un laboratoire Pico et un laboratoire Nano, qui sont tous les deux sur des technos microchips YAG néodyme, enfin dopé néodyme, donc des choses qu'on retrouve assez couramment. Donc, je vous l'ai dit, si on est capable de synchroniser en fait, finement, grâce à la faible gigue inhérente à ces commandes optiques, eh ben, on doit pouvoir, en alignant un réseau, donc là, c'était dans le cadre de la thèse de Jean-Christophe Dio, qu'on avait montré que si on mettait donc, derrière chaque générateur opto une antenne pour venir créer en fait un réseau d'antennes, donc là des antennes valentines, hein, capables je crois, de supporter une dizaine de kilovolts en pied d'antenne. Donc en forme de cœur, là vous avez la petite photo à gauche, là c'est pour ça que ça a le nom de Valentine, hein, je pense. Une antenne libellule en face pour récupérer le signal, et là on voit bien qu'on a en fait sommation cohérente des rayonnements. Et là, on s'est dit, si on est capable de synchroniser le réseau, on est aussi capable de le désynchroniser, donc temporellement, c'est un peu ce qui est fait sur des réseaux phasés, mais là, on est en ULB, donc on travaille dans le domaine temporel. On est capable de désynchroniser, donc de venir mettre des retards, donc des retards via tout un tas. Alors, ça peut être, si c'est fibré,
par rapport aux longueurs de film. Mais là, on a une instrumentation optique en fait, qui nous permet de venir inclure un petit peu de retard. Voilà, on a des cubes de Wollaston, on a des miroirs, des lames de mi-ondes qui nous permettent de venir positionner notre signal sur les générateurs à l'instant où on le souhaite. Et là, vous voyez l'image en fait de ce qu'on est capable de générer avec un réseau antennaire d'antenne K de 4 par 3, en fait, un réseau 2D. Voilà. Donc, à la suite de ces études, on s'est dit, bah, si on est capable de faire ça, on est certainement capable de faire quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire un balayage autonome d'une scène, c'est-à-dire venir envoyer des formes d'ondes suivant des azimuts différents, en fait, à partir de notre réseau d'antenne. Alors, comment on fait ça? On vient sur chacun des éléments du réseau antennaire, on vient injecter une fréquence de répétition qui est variable. Alors, cette fréquence de répétition variable, en fait, elle est construite optiquement à partir d'une cavité amplificatrice dont la longueur impacte la fréquence de répétition. Donc là, on avait démontré qu'on était capable de générer des formes d'ondes tous les 25 nanosecondes, pardon, à partir de PRF qui sont à l'état de l'art, en tout cas sur le plan optique, de 80 MHz. Alors, on est capable de faire un peu mieux aujourd'hui, en fait, mais à l'époque, c'était à l'état de l'art. Donc là, ça remonte à 2014, 2015. Et on utilisait toujours donc, la topologie des générateurs bipolaires. On a été un petit peu plus loin dans la conception, puisqu'on a directement intégré ces systèmes opto aux antennes. Donc, en fait, on a fait une antenne commandée optiquement. Donc, c'était assez intéressant, en tout cas sur le plan scientifique. Et ce qu'on n'avait pas anticipé à l'époque, c'était que la forte fréquence de répétition qu'on allait imposer sur nos systèmes, donc qui nous plaisait bien dans l'idée, puisqu'on était capable d'imager une scène extrêmement rapidement, et ben, allait imposer une limitation en profondeur du fait de cette PRF. Donc là, je ne me rappelle plus exactement des limitations qu'on avait, mais je crois que c'était de l'ordre de 2-3 mètres. Donc, le système perdait un peu de sens. Et donc, on s'est posé la question de l'algorithme de détection qu'on serait capable de mettre en place pour s'affranchir de cette limitation en profondeur qui était imposée par cette PRF. Donc, on a mis en place un algorithme qui utilise des dictionnaires, en fait, avec des réponses qui ont été simulées, qui ont été précalculées. Et on fait la corrélation entre le signal qu'on reçoit et la réponse qu'aurait générée en fait, la cible à cet endroit-là. Donc, en fait, ça s'apparente à un algorithme de matching poursuite qui extrait de manière itérative en fait, les différentes composantes d'un signal par intercorrélation entre le signal mesuré et un dictionnaire de réponses de forme connue sur une grille de pas d'échantillonnage, en fait. Voilà. Donc là, on a été un petit peu plus loin. On a essayé en fait de lever l'ambiguïté en distance qu'on avait imposée par notre système qui était joli au départ, mais voilà, qui nous a généré quand même quelques surprises. Alors, on avait été un petit peu plus loin parce qu'on avait vu que en fonction de l'angle sur lequel on faisait démarrer notre système, en fait, on avait de la diversité d'informations qui était capable d'enrichir l'image. Donc, on avait fait un retour de balayage. Donc, on avait fait balayage dans le sens horaire, anti-horaire, et on avait vu que tout ça permettait d'enrichir l'image. Voilà, c'était assez intéressant. Et ensuite, on a essayé donc de lever le doute dont je parlais un petit peu au début, qui est le fait que voilà, l'ULB arrose un petit peu sur toutes les bandes et pose quelques soucis. Donc là, l'objectif, c'était de faire du façonnage spectral via les dispositifs optoélectroniques et donc de générer des ondes transitoires qui respectent un gabarit spectral qu'on avait préalablement déterminé. Et donc, je vois que le temps passe vite, donc je vais accélérer un petit peu. On
on est arrivé au final, grâce à une modélisation en fait, assez précise de toute la chaîne, hein. J'en ai pas parlé de l'aspect modélisation, mais de toute la chaîne qu'on a, à un outil qui permet de nous dire, ben voilà, il te faut telle topologie de générateur avec telle longueur de ligne, telle fréquence centrale, une polarisation de temps, et ça permet en théorie de reconstruire un signal dans le domaine spectral morcelé qui évite, en fait, qui génère des creux, des trous dans les bandes d'intérêt. Donc là, l'exemple qu'on avait donné, c'était des creux qui permettraient d'éviter potentiellement des fréquences GSM. Voilà, tout simplement. Donc là, c'était toute l'instrumentation optique qu'on avait utilisée pour montrer un petit peu le système. Donc le laser, on dévie le faisceau, on l'amène sur nos 3 générateurs nécessaires pour créer des trous en fait, dans les 2 bandes de fréquences qu'on a choisies. On a un combineur 4 voies vers une et on analyse sur l'oscillo. Donc là, une petite image, hein, c'est vrai que ça manque un petit peu, peut-être dans le diapo, j'aurais pu en mettre plus, avec notre laser microchip qui éclaire nos trois gainés opto et qui reconstruit via le combineur la réponse. Donc voilà la comparaison mesure-simu. Et les perspectives qu'on avait données à ce travail étaient de rentrer un petit peu plus finement en fait, dans la modélisation physique en fait, des semi-conducteurs qui sont un élément clé en fait, dans ce qu'on fait, qui jusqu'à présent n'était poursuivi en fait, que sur une modélisation un petit peu empirique. Donc on essaie en fait, de s'améliorer et de monter en compétence en fait, sur ce point-là. Donc les conclusions, bon, je ne vais pas conclure sur le travail qui a été fait, hein, vous l'avez compris, hein, le but c'était vraiment de vous donner le fil conducteur de la réflexion scientifique qui est menée dans notre équipe. Et les perspectives qu'on a en fait avec ces systèmes-là, c'est l'agilité en fréquence. On aimerait pouvoir changer de fréquence sans changer de topologie de générateur pour autoriser en fait de l'excursion en fréquence. Et c'est un des travaux qui a été initié là, ces derniers mois avec l'ONERA, notamment Salon de Provence. On aimerait, donc là, c'est plutôt des perspectives là, à moyen terme que je vais évoquer, faire de l'adaptation en fait temps réel de forme d'onde et éventuellement y mettre un caractère exploratoire, donc pseudo-aléatoire, et adaptatif, avec pourquoi pas un peu de compressive sensing, un petit peu de machine learning. On a vu que les collègues des différents labos s'y étaient mis un petit peu avec brio. Donc là, je vous ai mis une petite image en fait, de ce qui est devenu aujourd'hui nos générateurs opto. Alors, on est encore sur une phase exploratoire, mais là, on a plus de composants en fait. On utilise directement le substrat pour un effet photoélectrique. Donc, on s'affranchit de l'épitaxie en fait, qu'on connaît mal sur nos composants, puisque c'est des composants du commerce en fait, hein, qu'on utilise, des GP0240, je ne l'ai pas dit, mais qui sont des diodes qu'on peut trouver sur étagère. Et donc là, on aimerait descendre encore un peu plus loin dans la modélisation fine de ces générateurs. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Encore une fois, merci à la communauté de m'avoir écouté. Merci Laurent de nous avoir invités. Merci à vous pour vraiment cette jolie présentation là. Je ne sais pas si on a des questions dans l'assistance. On aura peut-être. Pour fixer un ordre de grandeur, un système radar qui est déclenché par laser, etc., ça pèse, est-ce que ça pèse lourd? Est-ce que c'est encombrant, quoi? Alors, c'est une question qui nous est beaucoup posée. Ah, Pour moi, c'est plutôt une question de maturité, parce que c'est vrai que bon, à l'heure actuelle, oui, ça pèse lourd, puisqu'il faut le laser, il faut l'instrumentation optique. Qui dit instrumentation optique dit une table optique. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles on n'a jamais travaillé. Pour des raisons financières, hein, c'est vrai qu'on adorerait avoir un système fibré pour nous affranchir de toute l'instrumentation optique. On
on adorerait trouver un partenaire industriel pour nous accompagner sur ces phases-là. On espère qu'avec le travail qu'on est en train de lancer et avec l'ONERA, on aura une issue. Pour l'instant, on cherche encore. D'accord. Parce qu'on pouvait envisager de l'utiliser sur des appareils autonomes, pour de la prospection à distance. Vous êtes plutôt spécialisé dans les champs forts quand même, non? Ben, oui, c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez dit, mais la plupart de nos antennes permettent de tenir des champs disruptifs assez impressionnants. On travaille toujours au-dessus en fait, de la dizaine de kilovolts. Alors, même si il n'y a pas forcément beaucoup de courant hein, sur nos. Ouais. On génère pas, c'est pas des générateurs de Marx hein, qu'on fait. Mais c'est vrai qu'en termes de tension, c'est des choses qui ne sont pas forcément courantes. D'ailleurs, on essaie de former nos doctorants pour éviter qu'ils se détruisent un peu les neurones, parce que Ça peut c'est vite servir. fait de prendre une bonne décharge hein, quand on s'approche de la table optique. C'est déjà Et, arrivé. euh, et est-ce que vous envisagez des applications, alors l'application classique de brouillage ou destruction d'objets électroniques à distance? Vous devez avoir, j'imagine, avoir eu des contacts là-dessus et une version peut-être plus civile. Est-ce que vous envisagez aussi des applications de transmission d'énergie à distance avec ce type d'appareil? Ouais. Alors, on travaille en parallèle en fait sur tout ce qui est Rectena, ou un peu de Wake Up Radio. Donc, l'application transmission en puissance, pour l'instant, on n'a pas encore le lien direct, je vais être honnête. Sur des applications civiles, on a des collègues qui travaillent avec ce type de générateur, c'est un petit peu différent, mais sur des applications plutôt bio-EM, où en fait, ce type d'impulsions ont des propriétés qui permettent l'électroporation des cellules cancéreuses, donc Ok. pour favoriser le- l'injection en fait par voie médicamenteuse. Donc ça, ce sont des applications qui sont visées. Et sur effectivement les problématiques défense plutôt militaire, on est en relation avec le CEA, la DGA. Ouais. C'est ça. D'accord. Et en vision à travers les murs aussi, Alors souvenir oui, de travaux que vous avez vi- menés. Ouais. vision à travers les murs. Moi, j'ai pas travaillé directement dessus. Je suis arrivé assez récemment en fait Après, dans ouais. l'équipe, Ouais. hein, à partir de 2013. Mais je sais qu'il y a un background sur ce type d'application. Ouais. Ok. Oui. Merci. Bonjour Laurent, si je peux compléter par rapport à l'aspect guerre électronique, on a dimensionné un dispositif optoélectronique dans la bande 800 mégas 8 gigas. Et c'est vrai que l'intérêt de ce système, c'est que si une source est défaillante, ben, les autres sources continuent à émettre. Euh, Contrairement au système, un générateur, un diviseur de puissance, N antennes derrière. Au moins, l'intérêt là, c'est que ben, toutes les sources sont indépendantes et si une source dysfonctionne, on émet toujours. D'accord. Ok, un système plus agile, quoi. Ok. Merci pour cette précision. Je pense cette précision qui va un peu conclure cette journée là ce webinaire là qui est assez long au final, mais j'ai trouvé très intéressant avec beaucoup d'orateurs, oratrices qu'on sent très concernés, passionnés, qui nous ont montré et qui ont bien sûr résumé, c'est un effort assez particulier, hein, qui ont bien sûr résumé leur activité de recherche pour nous les faire partager. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui ont contribué, les gens aussi qui ont posé des questions, qui ont simplement assisté à cette présentation-là.